bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, la conférence Comment bien choisir son chien. Donc on va voir différentes choses au niveau du sommaire. On va voir d'abord deux notions importantes que sont l'inné et l'acquis. En deuxième point, on verra c'est quoi un chien. En troisième point, choisir un chien ou un chiot. Les bonnes questions à se poser, les types de chiens pour lesquels il faut prêter une attention particulière, quel chien pour une famille et quelles solutions. On va commencer par l'inné et l'acquis. Alors, l'inné et l'acquis, c'est quoi? Donc, l'inné, c'est ce qu'on connaît la plupart du temps, ce qu'on appelle l'instinct, tout ce qui est instinctif. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les individus d'une même espèce. On retrouve aussi bien ça chez les chats, les chiens, les humains. Voilà, il y a toujours, chez tous les individus d'une même espèce, une partie d'inné. C'est un comportement également qui est déterminé génétiquement. Et qui ne nécessite pas d'apprentissage préalable, c'est ce qu'on appelle un comportement instinctif. L'acquis, c'est un comportement secondaire qui est construit à partir d'informations, d'expériences et surtout d'un apprentissage. Et il ne concerne que l'individu. Concernant le chien, au niveau du comportement, on retrouve 20% d'hérédité et 80% d'apprentissage. C'est dire l'importance de ses expériences, de son environnement, l'importance aussi, comme je l'ai noté, de la stabilité de la mère. C'est-à-dire que si effectivement la mère se retrouve dans des conditions, par exemple, de température trop élevée ou de température trop basse, ou de manque de socialisation, ça risque d'être un peu compliqué pour l'arrivée des chiots. Par contre, effectivement, quand la mère est stable, qu'elle est dans un bon environnement, effectivement, les chiots ont plus de chances de se retrouver avec un bon apprentissage et des expériences positives. Alors, c'est quoi un chien? Un chien, c'est d'abord avant tout un animal de meute. Donc, une meute, c'est pour le chien d'abord sa fratrie, sa mère, ses frères, ses sœurs, éventuellement d'autres chiens qui sont avec eux. Et ensuite, la meute, ça va être les humains et les animaux qui vont l'accueillir. Donc, les humains qui vont adopter et les animaux qui sont déjà présents dans la maison. C'est également un animal social. C'est un animal qui possède des codes de communication canine. Il faut savoir qu'il existe une éthologie concernant le chien, comme c'est chez toutes les espèces, de toute façon, tous les êtres vivants. Et les codes de communication des chiens ne sont pas du tout les mêmes que les codes de communication des humains. C'est pour ça que des fois, on a un petit peu de mal à se comprendre quand on ne connaît pas l'éthologie du chien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'existe pas de chien méchant. Le chien s'adapte à la situation dans laquelle il est, mais en aucun cas, il n'existe de chien méchant. C'est un prédateur. Le chien, effectivement, est un prédateur et c'est un être qui a et qui ressent des émotions, comme tous les êtres vivants. Alors, choisir un chien ou un chiot. On va faire quelques rappels sans rentrer forcément dans les détails. On va voir un petit peu les 7 étapes plus ou moins longues qui partent déjà quand la mère attend ses petits jusque l'âge adulte. Alors, les 7 étapes, les différents stades d'évolution, en tout cas concernant le chien, on en a 7. La première, c'est ce qu'on appelle la période prénatale. Donc, en fait, c'est déjà 4 semaines avant la mise bas. Le développement comportemental du chiot commence déjà à ce moment-là.
D'où l'intérêt d'avoir une mère qui est dans un bon environnement, qui est dans un environnement calme et dans de bonnes conditions de maternage. Et c'est important également de caresser le ventre de la mère, puisque voilà, ça impacte le développement des chiots. Deuxième période, on est dans la période néonatale, on arrive à peu près c'est dans les 14 premiers jours, où effectivement, là, on se retrouve plus avec des chiots qui sont en 20%, 10% pardon, de tétée et 90% de sommeil. Les chiots à cette période-là n'ont pas les canaux sensoriels qui sont ouverts, aussi bien la vue que l'ouïe et même l'odorat. La troisième période, on arrive à 21 jours, c'est la période de transition. Et là, par contre, c'est l'ouverture des canaux sensoriels. On va se rendre compte que le canal auditif s'ouvre puisque le chiot va sursauter à certains moments. Et c'est là qu'on se rend compte que le canal auditif s'ouvre puisqu'à certains bruits, il va sursauter. La quatrième période, c'est la période de socialisation. On arrive au troisième mois du chiot. C'est une période qui est importante. C'est la période des premiers et principaux apprentissages. C'est la période où où il est nécessaire de socialiser le chiot à son entourage, aussi bien aux humains. Donc, quand on dit aux humains, c'est aussi bien les enfants, les personnes âgées, les adultes, aux autres êtres vivants, aux autres animaux comme le chat, par exemple, ou d'autres animaux qui sont un lapin, par exemple. C'est la période où il apprend les codes de la communication canine et l'imprégnation à l'environnement extérieur. Donc, c'est vraiment une période qui est importante pour lui. C'est à ce moment-là que les éleveurs doivent vraiment les socialiser à tout pour justement qu'ils soient le plus équilibré possible, le socialiser, qu'ils soient aussi en contact, par exemple, avec le bruit d'un aspirateur, par exemple, c'est aussi important. La cinquième période, qui s'appelle la prépuberté ou juvénile, on arrive aux 4-5 mois du chiot. Donc, c'est une période qui est quand même assez calme, puisque le chiot, c'est à ce moment-là qu'il intègre ses apprentissages, il assimile ses acquis, et c'est vraiment une période de maturation. Il apprend, par exemple, à ce moment-là, à contrôler ses morsures, grâce à la mère, bien entendu. La sixième période, c'est la période de la puberté et de l'adolescence. On arrive à peu près à 10 mois. Donc, en fait, faut pas se leurrer. Ce qu'on peut vivre avec des adolescents humains, on le vit aussi avec un adolescent chien. Donc, c'est la période où il est important de bien être clair dans ses messages. C'est l'apparition des premières chaleurs chez la femelle et c'est l'augmentation de la testostérone chez le mâle, et c'est à ce moment-là qu'il lève la patte. Donc, c'est vraiment important que le chien puisse trouver sa place au sein de sa meute et qu'il ne devienne pas dominant. Au niveau de la septième période, on arrive à l'âge adulte, donc on est là entre 18 et 24 mois. Donc là, il a atteint sa maturité sociale et il devient moins facilement excitable. Donc ça, c'est les 7 périodes. J'ai fait court pour ne pas rentrer dans trop de détails. On va voir après, on va revenir sur certaines périodes par la suite. Alors, les bonnes questions à se poser avant d'adopter un chiot ou un chien adulte. C'est une décision avant tout qui est familiale. Quand je parle de décision familiale, c'est pas une décision qui doit être prise, par exemple, sous la pression des enfants, parce que les enfants veulent un chien, que les parents ne sont pas trop d'accord, et finalement, ils cèdent à la pression des enfants, et finalement, on adopte. Sauf que
Ben, forcément, le chiot, ça va devenir une corvée pour les parents. Le chiot, voilà, c'est la période où quand vous allez l'accueillir, ça va être les pipi caca, ce qu'on appelle les bêtises pour nous, mais c'est pas forcément des bêtises pour eux. Donc c'est vraiment important que ce soit une décision qui soit réfléchie et familiale. Donc si les enfants, sont OK pour veulent vraiment adopter un chiot, il faut vraiment aussi que la responsabilité revienne aux parents et que ce soit une décision de la famille et avant tout que les parents soient d'accord pour assumer toute l'éducation du chiot, les entre guillemets «bêtises», parce que j'aime pas trop ce terme-là, que le chiot va faire durant son apprentissage. Donc les bonnes questions, c'est: est-ce que la famille aura assez de temps pour bien s'occuper du chien? Si effectivement les parents, enfin le chiot se retrouve tout seul tout le temps, et que la famille n'a pas assez de temps pour s'en occuper, que les parents travaillent tous les 2 et qu'ils ont des horaires assez particuliers, est-ce que c'est le bon moment pour s'occuper d'un chien? Ça, c'est vraiment une question importante à poser. Est-ce que la famille est prête aussi à supporter une maison avec des poils partout? Passer l'aspirateur tout le temps, enfin frotter les coussins, les tapis. Donc voilà, ça c'est aussi une question à se poser. On va revenir sur un peu les périodes qu'on a vues auparavant. Est-ce que la famille est suffisamment patiente pour assumer toutes les, je l'ai mis entre guillemets, bêtises du chiot, son apprentissage et son énergie? Si effectivement, par exemple, je prends un exemple, voilà, un couple sans enfant, par exemple, qui est pas trop forcément dans les sorties, qui n'a pas forcément envie de passer, du temps à l'extérieur pour promener, le chiot, pour lui faire découvrir les choses, pour lui faire des activités. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'adopter un chiot ou un chien? Le chiot va demander quand même beaucoup d'énergie aux humains, beaucoup de temps pour l'apprentissage. Il faut lui apprendre la propreté. Il faut effectivement le sortir régulièrement. Au niveau de l'alimentation, il faut lui apprendre aussi sa place dans sa meute, hein, dans sa nouvelle meute, donc que sont les humains. Heu et ce qui passe, qui passe après les humains, en fait. Quand il mange, par exemple, il va manger après les humains. C'est un exemple, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est hiérarchie, mais voilà, c'est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que la famille a également le budget nécessaire pour subvenir aux besoins et aux soins? Les besoins, c'est quoi? C'est pas que l'alimentation, c'est l'activité, le sortir, jouer avec lui, les soins, c'est les soins vétérinaires, bien entendu, mais c'est pas que ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le chiot, avec le chien quand on part en vacances? Est-ce qu'on le met en pension? Est-ce qu'on a pensé au budget de la pension pour les vacances? Est-ce qu'on a pensé également, c'est ce qui vient à la suite, la taille de la voiture en fonction de la taille du chien. Donc, est-ce que la famille est prête et ou a conscience de la taille et du poids d'un chien adulte, en termes d'habitation et en termes de voiture, puisqu'un chiot deviendra forcément adulte et en fonction du chiot que vous aurez choisi, si par exemple vous choisissez, un chiot, je vais prendre la taille d'un grand chien, dog allemand par exemple, le chiot qui a déjà une bonne corpulence, est-ce que la voiture actuelle va pouvoir être adaptée au dog allemand adulte? Alors, je prends l'exemple du dog allemand exprès. L'objectif, c'est aussi se poser la question, c'est vrai que les chiots, c'est tout mignon, c'est tout mimi, mais ça ne doit pas seulement être un coup de cœur. Parce qu'effectivement, c'est tout mignon, c'est un bébé, tout ça, mais est-ce qu'on a conscience que le bébé et le chiot tout mimi deviendra un chien adulte avec, d'autres besoins et d'autres activités?
Je vais prendre l'exemple tout bête, hein, qui n'a rien à voir avec le chien, mais qui est récurrent quand même comme problématique. Enfin, en tout cas, enfin, ce que j'estime moi être une problématique, c'est la période de Pâques. À la période de Pâques, il y a des poussins dans les animaleries, des poussins à vendre. Régulièrement, il y a des personnes, des parents ou d'autres adultes qui achètent des poussins pour Pâques et pour les enfants. Le poussin, s'il survit, deviendra un coq ou une poule. Est-ce que les gens se sont posé la question de savoir qu'est-ce que ça va devenir après être un poussin? Et qu'est-ce qu'on fait quand il devient poule ou coq? L'objectif, quand on prend un animal, c'est qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions et que l'animal ne se retrouve pas, parce que les humains ne se sont pas posé les bonnes questions, dans un refuge ou abandonné. Les refuges sont pleins d'animaux qui ont ce type de vécu. Autre question, est-ce que les grandes tendances comportementales de la race choisie correspondent avec le mode de vie de l'acquéreur? Je vais revenir avec le couple, avec un couple qui sort pas tellement, qui aime pas trop les activités et qui finalement craque sur un border collie. Border collie ou les bergers australiens, par exemple, ce sont un peu les chiens entre guillemets à la mode. Est-ce que vraiment, alors ce sont des chiens qui ont beaucoup besoin d'activité, ce sont des chiens qui aiment bien, enfin qui sont faits pour rassembler les troupeaux. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose qu'un couple qui n'aime pas trop sortir prenne un border collie? Est-ce que les grandes tendances comportementales du border collie vont correspondre au mode de vie des personnes qui n'aiment pas trop sortir, par exemple, ou qui n'aiment pas trop d'activité? Dans ces cas-là, est-ce qu'on ne se pose pas la question de savoir, est-ce que oui, on veut adopter un animal, est-ce que finalement c'est un chien qui va convenir, ou plutôt, pourquoi on ne prendrait pas un chat qui correspondrait peut-être plus facilement à un couple qui n'aime pas trop sortir? Ensuite, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la famille choisit un mâle ou est-ce que la famille choisit une femelle? Est-ce qu'on choisit une race ou est-ce qu'on choisit un croisé? Sachant que le mâle, à un moment donné, si on le prend chiot, on a vu tout à l'heure qu'il y avait l'augmentation de testostérone et qu'il est bien, en fonction, bien sûr, vous consultez un vétérinaire, mais qu'il est bien de faire stériliser pour éviter l'excitation, pour éviter l'augmentation de testostérone, pour éviter les cancers et pour éviter que un chien mâle forcément, il va ressentir à plusieurs kilomètres, même à la ronde, qu'il y a une femelle en chaleur. Donc, c'est pas forcément marrant pour lui. C'est pas un peu pareil pour la femelle, sachant que la femelle, elle va avoir des chaleurs, donc elle va avoir des règles. Elle va saigner. Donc, qu'est-ce que je choisis? Un mâle ou une femelle? Donc, c'est bien de se poser la question. Une race ou un croisé? Et bien se renseigner sur l'éthologie du chien. Les types de chiens pour lesquels il faut prêter une attention particulière. Alors, c'est les types de chiens qui suivent, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être adoptés. C'est qu'il faut que ce soit des personnes qui soient préparées, soit à refaire une éducation, soit à le réhabituer, par exemple, pour le cas d'un chien qui est mal socialisé. Il existe forcément des personnes qui peuvent le faire et qui sont prêtes à faire ça, et tant mieux. Pour une famille avec enfants, ce n'est pas forcément l'idéal. Si vous choisissez un chien qui a été adulte, ou même chiot, hein, en puberté, qui a été mal hiérarchisé, c'est-à-dire qui n'a pas sa place, qui va plutôt être dominant et qui n'a pas sa place, qui ne trouve pas sa place dans la famille. Un chien dressé pour la garde, est-ce que c'est vraiment un chien qui va être adapté à une famille avec enfants? Un chien mal socialisé, un chien qui n'a pas été socialisé du tout aux enfants, est-ce que c'est une bonne idée? Un chien avec des troubles du comportement. Un contexte familial non adapté au respect des besoins d'un chien, c'est ce qu'on a vu un petit peu précédemment. Donc c'est mieux
de s'intéresser aux chiens de compagnie qui sont destinés à vivre en famille. Effectivement, il y a des chiens, des races qui sont plus adaptés à vivre et à s'adapter à des enfants, par exemple, et à vivre dans une famille. Donc, c'est bien de pouvoir se renseigner et de pouvoir être accompagné pour savoir un peu quelles sont les races, les chiens de compagnie qui peuvent vivre en famille. Alors, quel chien pour une famille avec enfants? On a différents types de sources. Donc, je vais tous les citer maintenant et je vais revenir après dessus. On a les éleveurs, on a les refuges, les associations, on a des particuliers et on a encore pour le moment des animaleries. Alors, les éleveurs. Pour adopter un chiot chez un éleveur, il faut déjà bien se renseigner sur l'éleveur. Si vous vous y rendez, il faut bien voir un peu l'hygiène des locaux. Enfin, c'est pas un peu, c'est vraiment prendre en considération l'hygiène des locaux, les conditions de vie requises pour le développement du chiot. Est-ce qu'effectivement, il va être est-ce qu'il est dans de bonnes conditions de maternage, par exemple, avec la mère, la température, ça on le voit après. Par exemple, pour les parents, les petits doivent être au contact de leur mère. C'est important de savoir que les petits sont élevés au contact de la mère et c'est important aussi de voir les parents, de voir comment la mère se comporte. Est-ce qu'elle est stressée, pas stressée? Est-ce qu'elle se sent bien? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir effectivement quand on va chez l'éleveur. La température, pour favoriser un bon comportement de maternage. Si effectivement il fait trop froid, est-ce que vraiment c'est la bonne température pour materner? C'est bien aussi de savoir l'âge des chiots à la séparation avec la mère. Est-ce que vraiment il a été sevré? Ou est-ce qu'on ne l'a pas enlevé avant le sevrage? C'est très important ça de le savoir. Et la socialisation avec tout type d'êtres vivants, mais aussi avec des types de bruit, par exemple. C'est vraiment important de se renseigner sur l'éleveur. Les refuges et les associations. On sait que le comportement du chien est adaptatif. Par contre, effectivement, quand on adopte en refuge, c'est très bien, mais on ne connaît pas le passé du chien. Le comportement que le chien a en refuge ne sera pas le comportement du chien quand il sera adopté. Donc, il faut faire attention à ces chiens, surtout quand il y a des enfants. Hein, c'est vraiment faire attention à ça. Les particuliers, effectivement, ça peut être une bonne idée. Par contre, est-ce que c'est un particulier qui fait ça régulièrement ou voilà, ils ont voulu avoir une portée, tout s'est bien passé, maintenant ils veulent faire adopter les chiots, ça peut être bien. Maintenant, il faut éviter d'aller sur des sites internet non spécialisés. Je n'en citerai pas parce que ce n'est pas là le problème, mais en tout cas, il faut vraiment bien faire attention. Et les animaleries, alors les animaleries, à partir du 1er janvier 2024, de toute façon, n'auront plus le droit de vendre des chiens ou d'autres animaux pour des raisons éthiques et sanitaires. C'est vrai que le constat est fait que les animaux qui peuvent être vendus en animalerie n'ont pas forcément été sevrés, par exemple, au bon moment. Enfin, il n'y a pas de bon moment, ils n'ont pas été sevrés du tout. Et donc, on retrouve des difficultés chez les chiots. Pour tous les cas de figure qu'on vient de voir, que ce soit les éleveurs, les refuges, les associations, les particuliers, les animaleries, pour l'instant, on peut voir le pire comme le meilleur. Donc, ce qui est vraiment, vraiment important au niveau des solutions, déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de bien choisir l'élevage et de se renseigner sur celui-ci. Mais surtout, quand on ne connaît pas du tout les chiens, quand on n'en a jamais eu ou même quand on a déjà eu, on ne fait pas forcément les bonnes choses, c'est de se faire accompagner par un comportementaliste. Au niveau, alors c'est vrai que je vais prôner un peu pour notre paroisse, mais vous avez au niveau de l'association des comportementalistes qui sont bénévoles, qui vont
qui vont vous aider, qui peuvent vous aider dans le choix d'une race, dans le choix d'un éleveur, dans le choix d'un refuge, par exemple, si effectivement c'est un couple qui veut adopter, par exemple, un chien ou un autre, même un autre animal. Là, on est sur le chien, mais aussi il y a d'autres animaux. Faites-vous accompagner par un comportementaliste de l'association. C'est bénévole et les dons vont notamment à des refuges ou à des associations. Donc, c'est bien, vous faites une bonne action et en même temps, vous ne vous trompez pas. Ce qu'il faut aussi faire attention, contrôler l'attitude de l'enfant et l'éduquer dans le respect de l'animal. Bien sûr, il va falloir éduquer l'enfant. Si l'enfant commence à tirer la queue du chien, par exemple, c'est souvent ce qu'on entend du chien ou du chat, c'est peut-être pas forcément la bonne solution pour commencer une relation. Maîtriser le comportement du chien en l'éduquant, notamment par rapport à sa place dans la meute, et notamment par rapport à la hiérarchie. Effectivement, dans sa nouvelle meute, le chien va avoir la dernière place. Ça va être les parents, les enfants et le chien en dernier. Ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter le chien, pas du tout, au contraire. C'est le respecter. C'est respecter ses besoins, mais en le laissant à sa place de chien. Si effectivement le chien devient le leader de la meute, c'est là où commencent les problèmes et on peut aller jusqu'à la morsure. Donc c'est important. Surveiller les relations entre les deux êtres, enfant et animal. Donc c'est ce que je disais également aussi juste avant. Bien faire attention à ce que l'enfant soit éduqué, à ce que l'animal soit éduqué et ne pas, par exemple, comme on peut le voir dans certaines situations, l'enfant qui est sur le chien, par exemple, ou qui va dans le panier du chien. Adopter et surtout, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'adopter un animal, c'est une grande responsabilité. Vous adoptez un être vivant qui a des émotions et qui ressent des émotions. Il est important également d'insister sur le fait qu'on n'offre pas un animal à un anniversaire, à Noël, à d'autres fêtes. Sauf si effectivement les parents sont déjà d'accord que c'est une décision qui est bien réfléchie, mais vraiment bien réfléchie. Un animal, on n'en fait pas un cadeau, parce que c'est déjà une responsabilité et qu'il est important que ce soit une décision qui soit réfléchie au sein de la famille. Il faut que ce soit du gagnant-gagnant pour les deux, aussi bien pour la famille que pour le chien. Le chien, le chiot. Donc attention à ne pas offrir un animal, ça ne s'offre pas. C'est comme l'histoire des poussins, c'est exactement la même chose. Un poussin, ça reste aussi, même si effectivement là on est bien d'accord qu'on est dans l'adoption d'un chien, mais je veux faire la comparaison. Un poussin, c'est aussi un être vivant. On n'offre pas un poussin à Pâques à un enfant. Parce qu'un poussin, même un poussin, c'est une responsabilité. Alors, conclusion. Alors, en fait, l'association les comportementalistes et Sylvie Cheffre en premier, les nombreux appels auprès d'un comportementaliste concernent des troubles du comportement du chien. C'est d'où l'intérêt de se faire accompagner pour éviter les erreurs, entre guillemets ce que je peux appeler les erreurs, et d'éviter notamment les abandons, les morsures. Parce que de toute façon, en général, qui dit morsure dit va vers l'abandon ou même plus grave encore. Donc, c'est important de se faire accompagner. Ne prenez pas de décision seule si vous ne vous en sentez pas la capacité. Et je vous dis, il y a l'association qui est là pour ça. Le contexte, l'environnement dans lequel le chien évolue est important. Nécessité de bien préparer l'arrivée du chien ou du chiot. Donc, préparer l'arrivée du chien ou du chiot, c'est quoi? C'est déjà d'avoir prévu, de s'être bien renseigné sur l'éthologie, de voir où est-ce qu'il va dormir, par exemple.
quelle alimentation on va lui donner, bien préparer, bien se préparer soit psychologiquement, mais aussi physiquement la maison. Est-ce qu'elle est disposée à accueillir un chien ou un chiot? Bien se dire que chaque chien est différent. C'est comme n'importe quel individu, un humain. Vous avez 3 enfants, par exemple, chaque enfant est différent. C'est pareil pour le chien. Chaque famille est différente, donc chaque famille va être prédisposée à adopter un type de chien, ou pas, ou un autre animal, par exemple, ou un chat. À chaque situation, bien sûr, il y a une solution. C'est important de bien connaître les codes canins, et je reviens sur les comportementalistes qui sont faits pour ça aussi. Et je vais venir sur des techniques complémentaires, mais vraiment, c'est vraiment un aparté. C'est pas ce qui va résoudre du tout les problématiques de choix ou de chien. C'est pas parce que vous allez donner des fleurs de bac à l'arrivée du chien ou pour vous que ça va résoudre le reste, hein. C'est vraiment bel et bien un aparté. On a les fleurs de bac qui, par exemple, ça peut être des élixirs floraux. Enfin, ce sont des élixirs floraux qui peuvent aider, par exemple, quand il y a l'arrivée d'un chiot ou d'un chien pour le changement d'environnement, par exemple. Ça peut aider parce que ça agit sur les émotions. Il y en a 38 au total qui ont été établis par le docteur Bach. On a également chez nous des spécialistes des fleurs de Bach. Il n'existe pas de contre-indication et c'est important d'adapter un mélange en fonction de la problématique et des individus. C'est vraiment un aparté, mais ça peut aider. Ce qui peut aider aussi par la suite, c'est ce qu'on appelle la communication animale. Par exemple, imaginons vous adoptez un chien d'un refuge, par exemple. Je prends exprès ce contexte-là. Bah, ça peut être intéressant de faire une communication animale si c'est besoin. S'il n'y a pas d'intérêt particulier, voilà, il faut vraiment que ce soit qu'il y ait un intérêt pour X raisons de connaître par exemple, le passé du chien. Et un interprète animalier peut tout à fait connaître et interroger le chien. Ça peut vous paraître particulier, mais c'est une communication qui est basée sur des énergies. Et ça permet d'expliquer les choses aussi au chien et de connaître ses besoins, par exemple. Voilà. Donc, et bien sûr, l'association comportementaliste pour tous, qui peut vous aider dans tout type de problématiques, mais notamment aussi dans l'adoption d'un chien ou d'un chiot. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans tout ce que j'ai pu dire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et maintenant, je redonne la parole à Valérie. Ben, merci beaucoup Fabienne pour cette belle présentation.